Je pense qu'on va démarrer cette présentation. Il s'agit de vous présenter la toute nouvelle version du site EduMed qui vient d'être mise en ligne. Donc, la page du site, vous avez son lien tout à fait en haut, hein, c'est edumed.unis.fr et c'est à partir de là que vous allez trouver tout ce qu'il faut pour utiliser EduMed. Alors, vous voyez que sur cette première page, il y a trois menus, en fait, que je vais vous montrer. Il y a une bande noire avec trois points qui s'appellent espace pédagogique, base de données, capteur et logiciel. Il y a un deuxième menu au-dessous, beaucoup plus discret, où là, c'est plutôt un menu qui concerne la vie du dispositif, la vie du réseau, en fait. Donc, il y a des actualités. Il y aura la description des réseaux, de projets, j'aurai à les décrire, et aussi toute information qui concerne la description des domaines. Et il y a un troisième menu qui, lui, est un peu plus nouveau, en fait. C'est un menu par profil, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans EduMed en déclarant votre profil. Soit vous êtes un élève, soit vous êtes un enseignant, soit vous êtes du grand public. Je voudrais commencer quand même par le menu principal, celui qui est dans la ligne noire, là-haut. Et je vais commencer par les bases de données qui sont quand même notre cœur de métier, hein, ou d'expertise. Et quand vous cliquez sur la base de données, vous arrivez tout de suite sur une page assez claire où vous voyez que nos données se répartissent en six thématiques. Vous trouvez la sismologie, la météorologie, l'hydrogéologie, ça, on en a déjà parlé, mais il y a aussi une thématique sur les océans, parce que nous avons des capteurs, nous avons eu dans le passé des capteurs avec des bouées qui circulaient dans la Méditerranée. Nous avons aussi des données sur les volcans. Nous travaillons beaucoup avec les collègues de Sicile autour de l'Etna, et donc on a des données très intéressantes sur le plus grand volcan européen, qui est quand même pas très loin de chez nous, en tout cas sur la Méditerranée. Et la dernière thématique, c'est les visites virtuelles de terrain qui sont intégrées aujourd'hui à EduMed. Donc, vous voyez, il y a six thématiques, donc déjà, on peut choisir par ce que l'on veut. Je vais quand même commencer par la sismologie, qui est quand même la base de données la plus étoffée chez nous. Ça va me permettre de vous présenter l'esprit dans lequel on veut fournir les bases de données. Alors, si je clique sur Sismo, je rentre sur la base de données de l'espace sismologique. Et vous allez trouver en général trois petites fenêtres. Ici, il y en a quatre. Je vous expliquerai pourquoi. Trois petites fenêtres qui vont être à peu près les mêmes pour la météorologie, pour l'hydrologie, pour le reste. En tout cas, nous essayons de formater les choses de la même façon. Là, je lis sismogramme à étudier. Bon, je suis dans la sismologie, donc c'est bien ce que je cherche. Dérouleur journalier, donc je vais un peu décrire ce que c'est, et catalogue de sismicité. Puis le quatrième est ma station, j'en parlerai juste après. Donc je vais commencer par les dérouleurs journaliers. Qu'est-ce que c'est que les dérouleurs journaliers? Mais quand je clique sur dérouleur journalier, j'arrive sur une nouvelle page où je vois en fait un dérouleur journalier et j'ai une carte du monde avec euh, des petites icônes. Alors, les dérouleurs journaliers, c'est donc une image, j'insiste bien sur la notion d'image, c'est une image qui montre heure par heure, hors ligne par ligne, ce qui se passe dans une station particulière. Si je prends par exemple la station qui se trouve au milieu, qui s'appelle Plateau de Calerne à Grasse, donc si je clique sur cette petite icône, je la vois en beaucoup plus grand. Et qu'est-ce qu'elle me montre? Elle me montre des lignes, dans ce cas-là bleu et rouge. Si vous êtes sur une station italienne, ça sera vert et rouge. Enfin, on adapte un peu, voilà. Chaque ligne représente une heure de temps. Et vous voyez comment a bougé le sol sur ce plateau de Calerne qui se situe au-dessus de la ville de Grasse, c'est dans les Alpes-Maritimes, en France.
Et donc là, a priori, rien de particulier à signaler, si ce n'est ce que je vois, c'est le bruit, le mouvement permanent de ce plateau de Calerne, voilà, heure par heure. J'insiste bien que les heures qui sont indiquées à gauche dans ce graphique sont en heures universelles, donc en ce qu'on appelle en GMT. Donc on travaille en sismologie uniquement en GMT pour pouvoir comparer les différents lieux sur la Terre. Donc là, vous voyez qu'on est plus ou moins à l'heure, hein. Vous voyez que la dernière information, c'est à 8h15. Après, le tracé n'apparaît pas. Ben, 8h15, ça veut dire qu'en France, il est 10h15. Donc on est à l'heure. Donc on a un visuel en direct, en temps réel, plus ou moins réel, hein, à 10 minutes près peut-être, de ce qui se passe sur une station donnée. Et donc, vous voyez, vous pouvez voir finalement n'importe quelle station du réseau. Alors, je sais pas, je peux zoomer, hein. Je peux, par exemple, aller voir la station d'Alain Valory, qui est au lycée franco-hellénique d'Athènes. Et quand je regarde sa station, je vois à peu près la même chose. Je peux voir des stations en Sicile. Alors, en Sicile, il y en a beaucoup, donc il faut que je regarde. Voilà, si je prends la station ici, c'est la station de Giuseppe qui est en ligne et je vois la station italienne. Donc je vais un peu où je peux. C'est un visuel. Je peux pas vraiment beaucoup travailler avec ça, mais je peux voir ça. Où ça devient plus intéressant, donc chaque station qui fonctionne me montre son visuel. Donc je peux suivre en temps réel ce qui se passe. Plus intéressant, les dérouleurs archivés, c'est-à-dire que tous ces dérouleurs des journées passées sont dans notre base de données. Alors le cas classique, c'est que vous avez appris par la presse, par les médias, qu'il y a eu un tremblement de terre, et vous voulez voir si sur votre station ou sur une station du réseau, ce tremblement de terre a été enregistré. Alors comment vous faites? Ben, d'abord, vous avez la grande liste de toutes les stations, donc vous en choisissez une ou deux. Alors par exemple, je vais choisir Ipati. Alors Ipati, c'est une station qui est en Grèce. Elle est dans la troisième colonne, en haut de la troisième colonne. Il y a marqué Ipati, voilà, Grèce. Donc je vais la sélectionner. J'ai le droit d'en choisir plus qu'une, hein. Donc je vais choisir aussi, dans la deuxième colonne, il y a marqué Edumed Insegnaci Etna. Donc on est en Sicile. Et je vais choisir la station de Acireale. J'en choisis deux. Ensuite, il faut bien sûr que je donne une période de temps. Donc, juste un peu plus haut, je dois donner la date. Donc, la date, je vais choisir que s'est-il passé durant la dernière semaine. Donc, je vais choisir du 20 septembre à aujourd'hui. Vous voyez, comme ça. Et donc, en bas, il me reste plus qu'à valider mon choix. Et donc, je choisis les stations et les dates. J'ai validé. Et donc, dessous, voilà, j'obtiens, vous voyez, des dérouleurs qui correspondent bien à tous les dérouleurs qui ont lieu du 20 au 27. Voilà, donc je vois la station d'Achiréal et je vois la station d'Ipati, puisque j'ai commandé les deux. Et vous voyez que quand vous comparez les stations, là ça devient très intéressant, puisque vous voyez que des séismes, des petits séismes apparaissent, ou des plus grands, qui apparaissent à Ipati, qui n'apparaissent pas à Achiréal. Ben là, je suis dans un contexte de secousses telluriques locales et donc ressenties par les capteurs en Grèce, mais pas en Sicile, même si la Sicile n'est pas si loin de la Grèce. Voilà, pour que la Sicile et la Grèce, par contre, si les deux capteurs indiquent une secousse en même temps, c'est que j'en déduis que je suis déjà dans une secousse soit très forte régionale, soit une secousse même mondiale. Donc vous voyez en fait que les dérouleurs archivés, ça permet déjà un peu plus de travail possible. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ben, quand je regarde la station d'Achiréal ici, je vois que le bruit n'est pas le même entre, vous voyez, dans la journée, le bruit n'est pas le même que dans la nuit.
Bah, c'est très logique puisque le capteur se trouve dans l'école et forcément dans l'école, eh bien, pendant la période, pendant les heures scolaires, il y a un peu plus de bruit et donc le capteur ressent ce bruit et donc il nous l'indique sur les tracés. Ça peut être aussi intéressant de regarder ces choses-là avec des élèves. Dans tous les cas, les dérouleurs, qu'ils soient journaliers, en direct ou archivés, ne sont que des images. Donc ce ne sont pas des données numériques que vous pouvez traiter de façon particulière. Mais ça vous donne quand même un visuel, vous voyez ce que votre station a pu un peu enregistrer. Par contre, si je reviens au menu, je vais maintenant m'attaquer au sismogramme à étudier. C'est-à-dire que là, nous avons des données numériques, digitales, si vous voulez, qui vont pouvoir être zoomées, agrandies, traitées. Et donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. On est dans un contexte de travail avec de la donnée numérique. Alors pour ça, on rentre dans cet espace. Et là, ça a beaucoup changé par rapport à ce qui se passait avant. Pour ceux qui connaissaient bien le site EduMed avant, nous avons un peu fait une rupture avec ce que nous faisions avant. C'est-à-dire que maintenant, nous préférons sélectionner de façon même un peu pour l'instant drastique, on va dire, c'est-à-dire on peut sélectionner quelques cas, quelques études de cas que l'on range dans des sujets particuliers. Voilà, si par exemple vous voulez travailler avec un séisme pour localiser un épicentre ou pour parler de l'aléa sismique, alors vous avez un choix avec trois études de cas, pas plus pour l'instant. Un en Guadeloupe, un en métropole française et un en Grèce. Si vous voulez par contre travailler sur le risque, par exemple le risque sismique, l'effet de site, alors quand je vais cliquer là-dessus, effet de site, je vais un peu plus loin dans la page et je m'aperçois qu'il y a un cas qui m'est proposé. Alors il est là, effet de site à Nice. Voilà. Je rentre dans la base de données uniquement par des études de cas sélectionnées pour leur intérêt pédagogique. Donc ça permet de faciliter votre tâche si vous voulez commencer. Alors, pour commencer à enseigner avec les données, on a jugé que c'était beaucoup plus simple de vous donner comme ça une sorte de best-of. J'ai du mal à utiliser ce mot-là quand même, mais une sorte de sélection d'études de cas que nous avons particulièrement sélectionnées. On est allé plus loin que ça. Je vais vous montrer l'effet de site, par exemple, à Nice. Qu'est-ce qui se passe avec l'effet de site? Vous avez trois choix. Le premier choix, j'en parlerai après, c'est télécharger l'ensemble des données dans un format zip. Alors c'est bien, mais si vous ne savez pas comment utiliser ce fichier zip, ça ne va pas vous être très utile. Par contre, vous pouvez ouvrir les données directement avec un logiciel qui sait travailler avec ces données et qui s'appelle, pour la sismologie, Tectoglobe 3D, que vous connaissez peut-être. Ou alors, vous téléchargez la piste pédagogique, une piste d'activité, parce que vous voulez savoir en fait qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, je vais télécharger la fiche. Quand je clique là-dessus, j'ai une petite icône qui me dit que c'est un PDF. OK? Donc, quand je clique, mon, mon ordinateur a téléchargé la fiche et elle s'ouvre. Voilà, donc on a travaillé sur des fiches qui en fait ne sont pas des fiches d'activité pour les élèves, c'est des pistes pédagogiques plutôt. Donc déjà, il y a un petit rappel théorique sur qu'est-ce que c'est que l'effet de site, où on explique donc rapidement et simplement qu'est-ce que c'est que l'effet de site. Et puis ensuite, on rentre dans l'exploitation de cette étude de cas qui est là, qui s'est passée donc dans la région de Nice, le 27 septembre 2019. Il y a eu un tremblement de terre, ok. Ce tremblement de terre s'est passé en mer, donc vous avez des copies d'écran des données avec le logiciel. Et donc, on vous explique que si vous prenez cette donnée-là, vous allez pouvoir illustrer très facilement l'effet de site, puisque ce qui se passe, c'est que voilà, vous avez deux stations à Nice qui sont à peu près à la même distance de l'épicentre qui se trouvait en mer.
Et on compare deux tracés à Nice et un tracé à Menton. Et quand on regarde les deux tracés à Nice, eh bien, vous voyez que le tracé vous voyez bien là avec beaucoup d'amplitude, c'est la station qui se trouve en plein centre-ville de Nice. Et l'autre station qui est à côté de Nice, qui est elle qui est posée sur des massifs calcaires du Jurassique, eh bien, la secousse a été très atténuée. Donc, on voit bien que nous sommes dans une situation où la nature du sol influence beaucoup la secousse tellurique ressentie. Et donc, on est bien dans un cas d'effet de site où là, dans le centre-ville de Nice, il faut faire attention sur l'amplitude des secousses par rapport à celle qui est là. Ça, c'est la piste, ça, c'est notre piste, d'accord? Euh, Pédagogique. Donc, je ne sais pas comment je vais revenir. Attendez, je suis un peu perdu là. J'ai fermé, je pense. Euh, Attendez, il faut que je retrouve ma page. Voilà, j'étais là, j'étais là. Donc, je reviens ici. D'accord? Je suis sur mon étude, mon effet de site. Donc, maintenant, si je veux travailler avec la donnée, une fois que j'ai compris à peu près que c'est ce que je cherchais, je veux faire une activité avec ça. Alors là, j'ouvre. Là, sur ce bouton-là, je peux ouvrir avec Tectoglobe. Le logiciel s'ouvre, les données apparaissent. On me dit qu'il y a dans Tectoglobe une carte qui pour l'instant est cachée. OK. Voilà mes données. L'image n'est pas très bonne, donc sur Tectoglobe, nous avons une petite icône qui se trouve en haut de l'écran qui me permet de télécharger une image satellite qui correspond à ma vue, ce que je vais faire. Donc vous avez une image satellite qui vient, et donc là l'image est beaucoup plus claire. Et je vois donc je vois ici euh, mes trois tracés. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose, mais bien sûr, il faut que si je veux comparer trois sismogrammes, comme les stations n'ont pas les mêmes réglages, il faut que je demande une échelle des ordonnées qui soit commune. Donc c'est ce que je clique ici. Tout ça est bien sûr indiqué sur la piste pédagogique. Et là, les choses sont beaucoup plus claires. Je vois qu'à Menton, la secousse a été perçue, c'est mon premier tracé. Je vois que le deuxième tracé, la secousse à la station qui s'appelle Glane à Nice est très faible. C'est normal, nous sommes plus loin. Donc il y a eu amortissement des ondes. Et en troisième lieu, je vois la station de Nals qui finalement est la plus loin, et c'est celle qui a ressenti le plus le séisme, avec une amplitude importante, modification de la fréquence. C'est typiquement un phénomène d'effet de site. Et donc j'illustre avec une donnée réelle, qu'est-ce que ça signifie, un effet de site. Voilà donc en fait l'idée de la base de données actuelle, c'est d'essayer de fournir une piste pédagogique qui accompagne une étude de cas que nous avons bien préparée. Alors pourquoi je vous dis qu'on est bien préparé? Parce que vous avez la donnée que nous avons sélectionnée, qui est très propre, qui est très claire, mais ensuite, comme je vous ai dit, on a rajouté sur le paquet de données des renseignements et j'ai rajouté une carte qui s'appelle carte géologique de Nice et que je vais mettre au premier plan. Donc, je viens d'activer ma carte géologique qui a été ajoutée aux données. Donc là, il me reste plus qu'à grossir et je vois ce que vous avez vu tout à l'heure, hein. J'ai la carte géologique de la région de Nice. Voilà. Ma station Glane, elle est à droite. Elle est sur du calcaire jurassique. Et ma station Nals, qui est au centre-ville de Nice, est sur des alluvions. Qui dit alluvion dit bien sûr terrain très meuble, peut-être un peu gorgé d'eau, et donc des terrains qui sont propices à un effet de site. Donc la différence, enfin que vous devez bien noter là-dedans, c'est que dans l'étude de cas qui est proposée, vous avez beaucoup de choses. Vous avez
des sismogrammes sélectionnés par nos soins pour qu'ils soient propres, qu'ils soient corrects, qu'ils soient lisibles par Tectoglobe. On y rajoute des données complémentaires comme des cartes géologiques, différentes choses pour faire l'étude de cas au mieux avec vos élèves. Et c'est le cas pour tous les autres cas. Donc je vais glisser maintenant vers, par exemple, la météo. Et vous voyez que la météo, bah, c'est pareil, proposition de pistes pédagogiques, des dérouleurs. Donc si je clique sur dérouleur, bah, vous allez retrouver de la météo et vous allez retrouver bah, le réseau. Chaque station me montre ce qui se passe en temps réel. Donc vous avez pour chaque station, je sais pas, je prends celle-là, le Sanary, hein, par exemple, qui est donc dans le Var. Ben, je vois comment évolue la température. Je vois qu'il a plu. Il a plu le 21 septembre à 18 heures. Il a pas mal plu d'ailleurs. D'ailleurs, je vois que la pression en vert a diminué, ce qui est classique d'un front pluvieux. Et l'humidité est très importante pendant la pluie. Bon, voilà des choses très simples, mais finalement qui permettent de vérifier la théorie qu'on peut lire dans des manuels scolaires. Là, on a de la vraie donnée. Encore une fois, ça, c'est un visuel. Et si je veux voir maintenant une piste pédagogique, voilà, je vais trouver exactement la même chose. Je vais trouver des études de cas. Alors ici, je suis sur épisode pluvieux intense. Voilà, vous avez peut-être su que la rentrée scolaire des élèves a été reportée décalée d'un jour dans le sud-est de la France à cause de pluie. Et là, ben, vous avez une activité euh, qui est présentée ici. Voilà, cette activité, elle a été faite ben, il n'y a pas longtemps. On vous explique il y a eu donc une rentrée décalée pour les élèves. Et puis ensuite, voilà les données que vous pouvez récupérer sur le site d'Edumed et qui permet de mesurer toutes les précipitations qu'il y a eu dans plusieurs stations, de calculer le cumul de pluie. Donc les élèves peuvent calculer le cumul de pluie, je vais vous montrer ça, et donc bien évidemment rentrer dans la discussion sur le risque inondation, les alertes météo et bien sûr des discussions sur les épisodes pluvieux en région méditerranéenne qui sont assez classiques. Alors, si bien sûr je veux voir les données pour la météo, je vais cliquer sur visualiser les données, mais cette fois je ne travaille pas avec Tectoglobe 3D, je travaille avec une autre application qui s'appelle CSView. Donc quand je clique ici, voilà, j'ai mes quatre stations qui sont indiquées ici. Et puis là, j'ai la pluie qui est tombée. Alors cette fois-ci, c'est toujours comme je vous ai dit, nous avons travaillé en amont pour mettre de façon très dirigiste, hein, c'est nous qui faisons l'étude de cas, enfin en l'occurrence Anne Von Atten qui est la collègue d'histoire géographique qui a fait cette étude de cas, où on a sélectionné quatre stations pour bien montrer comment la pluie a évolué en partant de l'ouest vers l'est, et donc les cumuls de pluie puisque vous voyez que dessous, vous avez un petit outil qui est ici, qui permet de mesurer la pluie qui est tombée. Alors, je peux faire l'exemple là, si j'y arrive. Alors, j'ai des fenêtres qui me gênent un peu. Voilà. Je vois que la pluie a commencé le 1er septembre à 4 heures du matin, ici, et elle a fini le 1er septembre à 8 heures du matin. Alors, je vais demander. Ici, je reviens là. Ah, attends, j'ai des fenêtres qui me gênent, donc il faut que je les bouge. Voilà. Je clique ici, toujours pareil. Je demande donc du 1er septembre à 4 heures du matin. Et je renseigne ma zone. Donc là, je fais une requête que des élèves doivent jusqu'au 1er septembre à 8 heures du matin. Voilà. Je vais choisir le collège de la Guicharde, c'était celui qu'on a vu de la piste pédagogique. Je demande le cumul et voilà. Et dessous, j'ai donc, pour la période que j'ai choisie, le calcul directement en millimètres
de la pluie qui est tombée entre 4 heures du matin et 8 heures du matin. Vous voyez, c'est des outils faciles d'utilisation, beaucoup plus simples que ce qu'on a déjà proposé dans le passé et qui permettent voilà, de lancer des élèves, d'en se faire une requête, faire du calcul, voir un peu ce qui s'est passé, comparer avec d'autres années éventuellement, et donc de pouvoir distinguer ce qui est une inondation, un risque inondation, un aléa, et donc de l'aléa passer au risque en fonction de la densité de population qui est impactée par ce phénomène. Voilà pour ça. Donc, je reviens toujours dans la base de données. On a bien compris que Sismo, météo, c'est à peu près fait de la même façon. Il y a aussi l'hydro, l'océano, volcano, terrain. J'ai pas trop le temps de montrer tout ça, mais en fait, ce que je vous ai montré, c'est l'esprit des études de cas, des dérouleurs. Euh, et donc, tout ça, ça fonctionne assez bien. Si je reviens pour la sismologie, euh, il y a toujours une troisième fenêtre qui n'est pas de travailler sur des sismogrammes, mais de travailler sur l'aléa sismique. Donc, de demander des catalogues de sismicité. Donc, le catalogue de sismicité, c'est une petite carte que je fabrique moi-même. Donc, encore une fois, vous proposez aux élèves d'être très actifs puisque c'est eux qui décident, mais qui vont décider, par exemple, de la fenêtre géographique dans laquelle ils veulent travailler. Admettons qu'un élève, voilà, alors on va changer d'endroit, on va complètement partir sur une zone de subduction, voilà, donc une zone en Amérique du Sud. Voilà, comme ça c'est facile. C'est assez classique comme exercice que je vous demande, que je vous donne, hein, puisque nous archivons tous les événements sismiques dans le monde, pas uniquement que la Méditerranée. Donc, si je veux travailler sur un contexte plus général sur le phénomène de subduction, quand deux plaques convergent, et donc créer ce fameux plan de Benioff-Wadati que vous connaissez forcément, eh bien, je vais demander du 1er janvier de cette année, donc cette carte que je suis en train de créer n'existe pas, personne n'a créé une carte du 1er janvier à aujourd'hui. Voilà, donc la latitude, la longitude, elle est définie par ma petite fenêtre que je viens de dessiner. Ensuite, je veux pas tous les séismes parce que ça va faire beaucoup. Je vais choisir des séismes un peu puissants, donc de magnitude 3 à plus. Je vais quand même garder toute la profondeur et je vais soumettre ma requête ainsi. Quand je fais ceci, dessous, voilà, j'obtiens un long tableau que je ne vais pas exploiter comme ça, enfin je peux, où on me dit qu'on a trouvé près de 3000 séismes de magnitude 3 et plus depuis le 1er janvier. Donc déjà pour des élèves, ça montre qu'est-ce que c'est qu'un territoire sismique. Ça veut dire quand même des phénomènes qui se reproduisent souvent. Vous pouvez bien sûr traiter ça avec un Excel, si vous voulez. Vous pouvez récupérer le fichier CSV Excel. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez faire du travail sur Excel ou que vos collègues de mathématiques veulent utiliser des données. Alors là, ben, ils sont les bienvenus parce que des données, ben, il y en a. Et ensuite, on peut sélectionner du plus important au moins important. Enfin bon, voilà, on peut faire différents exercices statistiques sur ces données. Mais si je veux visualiser où se trouve euh, ces 2994 séismes, ben, je peux revenir avec Tectoglobe, qui est un outil finalement, si je le propose souvent aux élèves, eh ben, ils vont pouvoir s'habituer. Tectoglobe me les affiche, ils sont là. Ça, c'est tous les séismes qu'Edumed propose dans son catalogue de sismicité. Et donc, bien sûr, je vois des séismes dont la couleur change, hein. On voit qu'on a du vert, de l'orange, du rouge. Ça veut dire que les séismes qui sont là sont plus profonds que ceux qui sont plus à l'ouest. Et vous savez peut-être que dans les fonctionnalités de Tectoglobe, il y a la possibilité de tracer de demander une section, hein, ce qu'on appelle en anglais une cross-section. Tout est expliqué là. Donc je choisis mon premier point, je choisis mon deuxième point, et qu'est-ce que je vois apparaître? Ben, je vois apparaître
un plan un plan de Benioff qui résulte donc de l'analyse des séismes qui se sont déroulés du 1er janvier 2025 à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas une coupe d'un manuel scolaire, c'est quelque chose que j'ai réalisé par moi-même parce que j'ai fait une requête, que j'ai ouvert Technoglobe, que j'ai demandé la coupe. Et donc, chaque élève pourrait avoir des coupes différentes en fonction de ce qu'il a choisi dans son formulaire de requête. Voilà ce que signifie donc je reviens là, pardon. Voilà ce que signifie le catalogue de sismicité. Donc, vous voyez, avec ça, vous avez de quoi faire ça. Alors, pour ceux qui ont... Alors, bien sûr, quand vous faites le sismogramme à étudier, vous avez vu que vous avez une liste de sismogrammes que nous, EduMed, avons choisis. Mais quand vous avez une station sismologique, c'est le cas de la Sicile, de Sébastien à Barcelonnette ou de Nathalie Romeuf à Nantes, enfin, toutes les stations qui sont là. Vous aimeriez aussi, vous, que votre station, que le sismogramme que votre station a enregistré puisse apparaître dans l'étude de cas pour que vos élèves disent, ah tiens, ben voilà, ma station, elle est dans l'étude de cas. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas faire des études de cas pour tout le monde. Mais on vous propose ce quatrième petit cadeau qui est là, qui s'appelle Emma Station. Alors là, on commence que maintenant à le faire, donc ça va se développer. Ça ne peut fonctionner que si ceux qui ont des stations sismologiques ou météorologiques fassent une demande vers nous en disant, voilà, je veux que pour tel séisme, je voudrais que ma station apparaisse dans votre étude de cas. Et ça, on peut le faire de façon assez dynamique. Voilà, par exemple ici. Euh, Ça, c'est le Kamchatka. OK? Donc, je vais travailler avec Tectoglobe, je vais télécharger Tectoglobe, mais l'acronyme de la station. C'est-à-dire que j'ai une station éducative, donc il y a une coquille, là, je vois, éducative. Donc, je mets traite. Je veux que j'ai, par exemple, Nathalie a une station et sa station s'appelle traite. Donc, elle décide de ça et elle valide. Tectoglobe s'ouvre. Parfait. Donc là, il est en train de me charger un dossier. OK? Parfait. Donc j'ai des stations qui sont partout dans le monde parce que le Kamchatka, c'était un séisme très puissant, donc enregistré partout dans le monde. D'accord? Donc les élèves vont travailler là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils voient? Hop, ils voient que la station de leur école se trouve dans l'étude de cas. Je pense que ça peut apporter un petit plus pour la motivation et mettre un peu les élèves en action. Ah bah, déjà, Technoglobe, c'est déjà pas mal, mais je trouve que voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'on a fabriqué presque en direct l'étude de cas en intégrant la station que vous avez demandée. Si bien sûr, elle a enregistré quelque chose, hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est pour le petit onglet Emma Station que vous avez vu là, ici. C'est uniquement pour ça. Donc, ça concerne ceux qui ont des stations et ceux qui voudraient, mais il faut en faire la demande, que leur station soit intégrée dans une étude de cas. Et à partir de là, ça le fait. D'accord? Je ne sais pas si je vais trop vite ou pas pour l'instant, mais voilà, c'est le gros morceau du site, hein, la base de données. Et forcément, vous voyez qu'on fournit les données, on les a préparées, on fait des études de cas, on vous conseille certaines études de cas. Bien sûr, leur nombre va un peu augmenter, mais il ne faut pas hésiter non plus quand vous avez des stations météorologiques, sismologiques, de nous faire des demandes parce que, voilà, dernièrement, une collègue qui est à Montpellier aujourd'hui, qui était avant en Martinique, nous a fait une étude de cas sur un séisme sur la Martinique. Bah, très bien, voilà, donc après on peut un peu l'intégrer, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les seuls à décider obligatoirement qu'est-ce que c'est qui est intéressant pour faire une étude de cas. Donc, quand l'occasion se présente, que vous avez une activité qui vous semble intéressante pour vous,
ben, vous pouvez la fabriquer, on peut en vous inspirant du modèle qui existe, et puis on peut la mettre en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce menu principal, à part la base de données? Il y a bien sûr l'espace pédagogique qui intéresse les enseignants. À quoi il ressemble cet espace pédagogique? Mais finalement, il ressemble à à un ensemble de requêtes. Alors là, je vais faire des requêtes sur l'hydrologie, puisque je n'en ai pas parlé. Voilà, je fais hydrologie. Donc hydrogéologie, ça veut dire que j'ai envie de travailler sur la rivière, le suivi d'un cours d'eau. Euh, voilà, nous avons des capteurs sur certaines rivières, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. Ok, donc on suit des rivières. Donc bien sûr, là, je ne vais pas me casser la tête, je vais mettre tous, toutes disciplines. Bon, je vais demander des ressources pédagogiques plutôt que la documentation scientifique pour ça. Ressources pédagogiques. Je veux une ressource pédagogique qui parle de l'hydrologie, toutes disciplines confondues et tout niveau confondu. Je jugerai après si c'est intéressant ou pas pour mes élèves. Je valide la sélection. Dessous, voilà, j'ai donc quatre études de cas proposées. La dynamique du fleuve Uvonne, c'est un fleuve qui se jette à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez le suivi hydrogéologique d'un fleuve qui s'appelle le Gapeau, qui est dans le Var. Vous avez quelque chose qui parle de la sécheresse, parce que quand on suit des lots, on voit aussi les problèmes de sécheresse dans les nappes phréatiques. Voilà. Et vous avez un épisode de pluie intense méditerranéenne en automne. Alors, si je prends par exemple le Gapo, là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer sur le petit œil qui est là. Voilà, donc je retrouve la piste pédagogique, là, que je lis. Encore une, vous voyez, elle est faite toujours sur le même principe, hein. Un petit rappel théorique. Qu'est-ce que c'est que le Gapo? Qu'est-ce que c'est que le karst? Parce que, voilà, le Gapo, il est dans le karst. Le bassin versant du Gapo, voilà, on le suit, on sait où c'est. Et puis, voilà donc l'ensemble des données que je vais pouvoir récupérer sur le site. Et donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voilà, je peux faire des calculs, je peux regarder ce qui se passe. Et finalement, je vais pouvoir suivre un épisode méditerranéen pluvieux avec cette rivière voilà. Et je vais finir par un logiciel qui est aussi dans le site, qui s'appelle Ventuski, et qui va me permettre de comprendre pourquoi il a beaucoup plu à ces dates-là, à cet endroit-là. Vous voyez, donc c'est assez relativement détaillé. Et si bah, je suis là, je regarde, je dis, mais ça me semble intéressant pour mes élèves, je vais pouvoir peut-être leur proposer ça. Du coup, je vais dans direction de l'espace hydro. Si vous voyez au-dessus là, si je clique ici, je me retrouve dans l'espace des pistes d'activité en hydrogéologie et donc je retrouve mon épisode pluvieux dans le Var là, ici, vous voyez? Je pense que c'est celui-là. Et si je visualise, voilà, je retrouve exactement la donnée telle qu'elle est décrite dans la piste pédagogique. Et là, bien sûr, je peux vérifier que, alors j'ai des données intéressantes, j'ai la température qui est dans le karst, j'ai un capteur dans la karst, donc là j'ai la nappe phréatique, là j'ai la hauteur d'eau dans la rivière, et là j'ai la météo dans une station météorologique qui est à côté de la rivière. Donc vous voyez, il pleut, la nappe phréatique fonctionne. Alors quand il pleut, eh ben, de temps en temps, quand la pluie est plus chaude que l'intérieur, ben, la température monte. Quand la pluie est plus froide, elle rafraîchit la nappe phréatique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont facilement étudiables pour montrer donc, le circuit de l'eau depuis la pluie, la nappe phréatique, la rivière et éventuellement la sortie vers l'embouchure. Vous voyez, tout est zoomable avec des curseurs et vous voyez que dans certains cas, ce qu'on n'a pas fait ici, on peut avoir un petit outil pour calculer le cumul des pluies. Donc, c'est toujours pareil. Cette fois-ci, là, je suis passé par l'espace pédagogique. D'accord? Je suis venu par là. C'est-à-dire qu'en gros, ben, si
si j'ai une idée déjà du thème, je peux rentrer par la base de données et trouver mon étude de cas en attaquant par la base de données, mais je peux aussi rentrer par l'espace pédagogique et je cherche. Je cherche des ressources pédagogiques dans une thématique et ils me disent ce que l'on a. Il ne faut pas vous attendre à avoir de longues listes, parce que vous avez compris que nous avons réduit de beaucoup les études de cas. Mais là encore, pour l'hydrogéologie, comme pour la sismologie, si demain vous avez, en utilisant le site, vous avez fait une activité qui vous paraît intéressante pour illustrer un phénomène particulier, ben, n'hésitez pas, envoyez-nous ça, on discute un peu avec vous et on la met en ligne. Le tout, c'est de faciliter la pratique de l'enseignement par des données en ligne dans le monde éducatif. J'en suis donc à l'espace pédagogique. Donc dans le menu principal, il me reste capteur et logiciel. Donc là, maintenant, ça va aller un peu plus vite. Capteur et logiciel, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, dans capteur et logiciel, ben, vous avez un onglet logiciel. Donc là, vous avez tous les tutoriels des logiciels que vous pourriez être amené à utiliser par votre pratique. Donc, il y a le côté logiciel. Donc, si je veux avoir Tectoglobe, je clique sur Tectoglobe et je vais avoir une visio qui a été faite l'année dernière. C'est un webinaire de l'année dernière avec Philippe Cosentino qui explique comment utiliser toutes les fonctionnalités de Tectoglobe. Donc, il vous suffit de regarder la visio ou de télécharger le logiciel, le tutoriel et vous savez tout après sur Tectoglobe. D'accord? Voilà, donc, et c'est comme ça pour tous les autres. Pour les capteurs, eh bien, on utilise des capteurs. Il y a des capteurs de toutes sortes, des capteurs, si on va vous installer un capteur sismologique, eh ben, il va être par là, une station météorologique, les capteurs d'hydrologie, par exemple, en sismologie, si je clique, ben, je me retrouve avec euh, voilà, des capteurs. Donc, soit vous avez ce type de capteur, soit vous avez une vibrato, soit vous avez une Raspberry Shake. Et là, à chaque fois, il y a un manuel. Donc, c'est facile. Vous pouvez toujours nous demander les manuels, on vous les envoie, mais sinon, tout est sur le site, ce qui permet déjà d'avoir, voilà. Et ça, c'est important donc, pour vous parce que des fois, les capteurs, vous voulez des renseignements sur les capteurs, donc ça peut vous être utile. Si vous voulez fabriquer des petites manips, parce que dans les pistes pédagogiques, j'ai pas trop insisté là-dessus, mais il y a à chaque fois des idées de petites manips à faire en classe, ben vous avez ici une page qui est en fait voilà, c'est une page qui est très très longue, qui vous permet de fabriquer plein de petites choses. Voilà ce qu'on appelle la Sismobox. Et là, vous avez plein de petites astuces et plein de vidéos, hein. Voilà, par exemple, ici, j'ai une vidéo comment fabriquer un sismomètre de démonstration. Voilà, avec du matériel qui coûte de très peu cher. Voilà pour les capteurs et logiciels. Voilà pour mon menu principal dont je vous ai parlé. Voilà, c'est vraiment le menu d'utilisation. L'autre menu, il est beaucoup plus simple. Il intéresse plutôt nos partenaires, le grand public, tous, mais aussi les membres du réseau, puisque on parle de la vie du réseau. Voilà, les actualités. Je vais y retrouver la newsletter. Donc, il y a une newsletter tous les 2 mois. Il y a un webinaire tous les 2 mois, donc si on veut savoir ce qui se passe, on, on vient là. Et puis, chaque fois qu'on met quelque chose en ligne, ben, on le met dans l'actualité. Voilà, par exemple, on a parlé de la piste pédagogique sur la rentrée scolaire décalée. Ben, vous voyez, vous avez là. Si vous faites en savoir plus, vous avez une petite fiche qui explique ça. Et puis, bien sûr, vous avez un lien, hop, qui vous envoie directement, comme on l'a vu, à l'endroit où se trouve la donnée. Les réseaux, c'est une belle carte qui vous montre où c'est qu'il y a des stations et du MED. Tout le réseau est du MED. Alors, il y a des couleurs, hein. Les couleurs, ben, c'est lié aussi à... Si les stations sont sismologiques, elles sont en marron. Si c'est des stations météorologiques, elles sont en vert. Si c'est des stations hydrologiques, elles sont en bleu.
Voilà, donc vous avez, et chaque fois, quand vous cliquez là-dessus, vous avez le nom de la station. Voilà, par exemple, la station d'Athènes. On m'a dit ce que c'est. C'est le lycée franco-hellénique d'Athènes. Et merci aux gens du lycée franco-hellénique d'Athènes. Merci à d'autres qui ont fait la même chose. Ils nous ont fait même une petite fiche. Regardez, une petite fiche qui montre les élèves au travail, le club Sismo, le panneau pour en grec, comment on fait pour se protéger des séismes. Et ils participent à un projet qui s'appelle Amorgos. Donc voilà, ils font une fiche PDF. Nous invitons vraiment tous ceux qui ont des stations sismologiques, météorologiques, de faire une petite fiche en 1 ou 2 pages pour montrer qu'est-ce que c'est que leur station. C'est quand même beaucoup plus agréable quand on clique là-dessus et qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans telle ou telle station. Il y a encore beaucoup de stations. Alors, toutes les stations qui ont, pour l'instant, nous envoyé une fiche, elles sont là et je les remercie beaucoup. Que ça soit Catane, que ça soit Barcelonnette, La Marsa, Athènes, voilà. Vraiment, c'est très bien. Mais on peut imaginer que toutes les stations sont renseignées par une petite fiche. Ça serait très bien. Vous avez la possibilité de faire la fiche, pas obligatoirement en français, hein. Si je prends la fiche de Catane, qui est ici, bah, elle est en italien, la fiche de Catane. Elle n'est pas en français. Voilà pour réseau. Projet, ben, il me reste juste un peu de temps pour parler encore de ça. Des projets, c'est que c'est des opportunités qui sont très importantes pour vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, EduMed mobilise de l'énergie, un peu d'argent aussi, pour suivre des projets qui sont soit animés par des chercheurs, soit qui sont animés par la volonté de travailler ensemble sur un objet précis. Par exemple, EduMed Uvonne, c'est un projet où on concentre notre énergie sur un cours d'eau. On va essayer de chercher toutes les stations, toutes les écoles qui sont le long de ce cours d'eau et qui pourraient travailler ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe sur cette rivière qui part du Var et qui, en fait, débouche à Marseille. En plus, c'est un projet sur 2 académies, vous voyez, donc voilà, c'est intéressant par ça. Et puis après, il y a d'autres projets qui sont des projets de recherche dans lesquels les chercheurs ont souhaité associer des professeurs. C'est le cas, par exemple, d'Amorgos. Alors, Amorgos, c'est le projet actuel, un grand projet actuel. Morgos est un endroit, c'est une île des Cyclades, donc bien sûr en Grèce, entre Athènes et la Crète, si vous voulez. Il y a une grande île qui s'appelle Amorgos, qui est connue des cinéphiles parce que c'est là qu'a été tourné le Grand Bleu de Luc Besson. Et sur cette île-là, il y a eu un séisme en 1956 qui a généré un tsunami très important. On parle de vagues de 20 mètres d'amplitude. Et donc, aujourd'hui, il y a un projet de recherche qui se focalise sur la compréhension de la faille qui est au sud d'Amorgos et donc voilà, du territoire sismique et tsunamigène que ça représente. Et là, les écoles sont complètement associées à ce projet. Donc il y a des énigmes à résoudre, c'est ce qu'on appelle l'énigme du trident bleu. Donc tous les 2 mois, vous avez des énigmes. Vous pouvez faire participer, bien sûr, un groupe d'élèves pour résoudre les énigmes. De temps en temps, c'est le chercheur qui se connecte avec vos élèves pour leur parler de son travail. Ça peut être en français ou en anglais. Euh, des écoles grecques participent à ce projet. C'est pour ça que ben, il y a aussi une version grecque sur le site. Voilà. Donc tout ça, c'est intéressant parce que vous pouvez mobiliser vos élèves au contact de la science qui se fait, pas celle qui est que dans les livres, mais celle aussi qui se vit au quotidien. La dernière fois, la chercheuse euh, a fait une visio depuis le bateau où elle était en exploration scientifique. Donc pour des élèves, c'est quand même assez fantastique de pouvoir être associé à un projet qui est en train de se faire. Et ce projet commence cette année et va durer pendant 3 4 ans. Donc vous voyez, vous pouvez vous aussi vous mobiliser pour un projet dans lequel vous allez pouvoir inviter des élèves pendant 3 4 ans à travailler là-dessus. Donc les projets, ben, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont plus ou moins finis. Ça, c'était InSight, c'était donc le sismomètre qui était sur Mars.
mais quand même, vous avez la trace de ce qui se fait. Voilà un projet qui est en Haïti. Insegna Ciena, c'est autour de l'Etna. Donc, vous voyez, vous avez des stations météorologiques qui est un projet Solstice qui est fait avec le CDE à Carthage. Tout ça, c'est à explorer, à naviguer et à voir. Quant au dernier onglet du MEDOPS, ben, j'ai commencé par ça. C'était des renseignements sur qu'est-ce que c'est qu'est du MEDOPS, donc des renseignements là-dessus. Il me reste en 2, 3 minutes, vous parler du dernier menu, puisque j'ai promis qu'on faisait 10h, 11h, hein, donc il est 11h03. Bon, voilà, j'y suis presque, surtout que je n'ai pas commencé à 10h. Voilà, mais le troisième menu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouveauté. Nous avons jugé que quand en tant qu'enseignant, si vous explorez le site, vous n'avez pas les mêmes attentes que quelqu'un qui veut savoir, qui est du grand public et qui veut voir un peu le dernier séisme qui a eu lieu. Ou encore que votre élève qui, lui, n'a pas à être perturbé par plein d'onglets qui ne servent à rien pour lui. Donc en fait, on a configuré une sorte de parcours. Alors c'est pas très sophistiqué pour l'instant, mais une sorte de parcours où on offre ce qui nous semble important pour les uns et les autres. Vous êtes enseignant, ben, vous allez cliquer là-dessus. Alors les enseignants, c'est simple. On commence par l'espace pédagogique. Voilà. Donc vous voyez, vous rentrez dans le site par l'espace pédagogique. Vous avez accès à tout, quand même encore, hein, bien évidemment. Mais votre priorité, c'est peut-être de chercher une activité. Et de cette activité, vous irez directement à la donnée qui vous intéresse. Et donc, ça ira peut-être plus vite pour tout, pour vous. Alors, vos élèves, alors qu'est-ce qui va se passer pour vos élèves? Ben, vos élèves, quand ils cliquent, on les invite directement dans la base de données. Ils n'ont pas accès on leur parle pas de l'espace pédagogique, on leur parle pas des capteurs et des logiciels, on leur parle que de la base de données. Parce que, en fait, quand vous allez demander à vos élèves de vous connecter, de se connecter sur le site d'EduMed, c'est pour aller travailler sur une donnée. Donc, ils vont aller directement là-dedans. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Si je vais par exemple à sismologie, donc, ils ont la même chose. OK, sismogramme à étudier. Donc, parfait. On va aller à effet de site, comme tout à l'heure. Il est là, l'effet de site. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le bouton Travailler avec Textoglobe, mais je n'ai pas la piste pédagogique. Donc, l'élève n'a pas accès à la piste pédagogique. Ça veut dire que dans certaines pistes pédagogiques, nous avons mis des calculs, des solutions. Et ça, on ne le voit pas. Donc l'élève n'a que un accès pour directement utiliser la donnée. Donc il est en situation de classe, en fait. Il n'est pas en situation de recherche. Vous lui donnez directement là où il doit aller au plus court. Voilà, pour ne pas qu'il soit perturbé et qu'il se perde dans le site inutilement. Voilà. Et quant au le grand public, oh bah, le grand public, la priorité pour lui, c'est l'actualité, réseau, projet EduMed. Qu'est-ce que c'est qu'EduMed? Les différents projets. Donc, ça nous sert à renvoyer, par exemple, nos partenaires, les gens qui connaissent pas du tout, voilà, d'aller vers cette zone-là et de voir à peu près qu'est-ce que c'est que EduMed, le réseau et tout ça. Bien évidemment, ils peuvent regarder le reste, c'est pas du tout interdit, mais voilà, on est dans le grand public. En 3 clics, je vais vous présente Enumed. Le premier clic, il est là. Donc Enumed, c'est avant tout une plateforme initiée déjà depuis quelques années, en 2017. Le but d'Edumed, c'est d'aider les enseignants à enseigner les géosciences, enseigner les risques naturels. Ça, c'est vraiment nos deux grands piliers. Et dans la mesure où les risques naturels sont un des sujets du développement durable, on participe activement à l'éducation au développement durable. Pour ça, notre dispositif consiste à regrouper des établissements scolaires, principalement autour de la Méditerranée. Donc tous ces établissements sont regroupés dans un réseau qui en fait
sont, et c'est mon troisième clic, qui sont équipés de capteurs. Alors ces capteurs, ils sont de différentes natures aujourd'hui. Il y a des capteurs météorologiques parce que un de nos sujets, c'est d'observer l'atmosphère. Donc on installe des stations météorologiques éducatives. On a toujours fait ça, c'est un peu notre carte de visite ancienne. On installe aussi des capteurs sismologiques pour enregistrer toute l'activité sismique de la Terre. Et nous installons aussi des capteurs dits hydrogéologiques, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de suivre les cours d'eau dans les rivières, dans les cavités où se trouvent les nappes phréatiques. Et donc, on arrive à suivre les cours d'eau. Et donc, pour la thématique inondation, sécheresse, c'est quand même très important d'avoir ce type de données. Donc, vous avez compris que qui dit capteur dit donc accumulation de données. C'est pour ça qu'on va donc fournir un centre de données en ligne qui vont nous permettre de proposer des études de cas. Donc voilà à peu près très très rapidement esquissé ce qu'est l'Observatoire environnemental d'Edumed, piloté par l'Université Côte d'Azur, mais vous voyez qui en fait se disperse autour de la Méditerranée, voire un peu plus loin.